Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous vous remercions de participer aussi nombreux à ce webinaire ASME. Ce matin, nous sommes plus de 250 dans cette salle de réunion virtuelle pour vous présenter la nouvelle version du code ASME 2025. Alors, avant de laisser la parole à nos experts, quelques informations sur le déroulé de ce webinaire. Donc, on va partager avec vous, au travers de l'intervention de nos deux experts, du contenu technique sur ces nouvelles exigences de la version 2025 du code ASME. Nous laisserons tout au long de ce webinaire une boîte à questions disponible et nous nous engageons, suite à ce webinaire, à revenir vers vous, vous faire un retour individuel pour prendre en compte chacune de vos interrogations ou demandes de clarification. On se permettra, pour mieux vous connaître au cours de ce webinaire, de réaliser deux petits sondages avec deux séries de questions. Nous vous remercions par avance de prendre la peine d'y répondre. Et puis, bien entendu, ce webinaire est enregistré. Donc, il sera disponible sur nos sites internet respectifs, CETIM et LRQA, ainsi que sur nos réseaux sociaux dans les prochains jours. Alors, ce webinaire va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, suite à cette introduction, je laisserai la parole à mon collègue Bastien Laurent, qui présentera les changements les plus significatifs de la nouvelle édition du Code ASME sur la section 8, division 1. Et puis, notre partenaire du CETIM, Philippe Roard, présentera les règles relatives au fluage qu'on retrouve dans la section 8, division 2, partie 5. Et puis, on s'attachera à faire une petite conclusion et une synthèse de ce webinaire. Alors, les intervenants, donc votre serviteur, Christophe Gasquet, responsable commercial au sein de la division inspection de LRQA France. Mon collègue Bastien Laurent, donc, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, ASME Autorail Inspecteur, qualifié depuis de nombreuses années, inspecteur prêcheur équipement directive équipement sous pression, inspecteur tierce partie et formateur au sein de l'équipe inspection LRQA France. Philippe Roard, senior expert en conception d'appareils à pression au sein du pôle Fluid and Sealing Technologies du CETIM. Alors, très rapidement, le partenariat LRQA et CETIM est un partenariat qui existe depuis 15 ans. En effet, nous sommes les ressources ASME et directives équipements sous pression du CETIM pour l'expertise et l'accompagnement dans ces deux domaines, ASME et DESP, en matière de formation intra et inter et en matière de conseil. Alors, si on fait un zoom sur la présentation des deux constituantes de ce partenariat, LRQA et le CETIM. LRQA, c'est des solutions complètes en matière d'inspection, en matière de certification et de vérification, en matière de formation, de cybersécurité, ça c'est plus récent, par une acquisition relativement récente, et aussi en matière de RSE, responsabilité sociétale des entreprises, corporate social responsabilité, par exemple pour vérifier votre reporting extra-financier. Alors, tout ceci avec des services adaptés de support à la conception pour évaluer le design de vos équipements et de vos installations, par des prestations d'inspection pour garantir la qualité de vos produits, matériaux et équipements,
avec des inspections coordonnées de l'expediting et des prestations de gestion de projet pour sécuriser votre chaîne d'approvisionnement, avec des prestations de soudage pour qualifier vos modes opératoires de soudage et qualifier vos soudeurs, avec des prestations d'expertise, de conseils réglementaires, de conseils, de technical due diligence pour répondre à une problématique spécifique, avec des prestations d'assistance technique pour adresser vos besoins en ressources en matière d'inspection, de contrôle, d'HSE, de soudage, de métallurgie du soudage, de matériaux, et puis avec des prestations de formation pour développer les compétences de vos équipes. Donc, en matière ASME, et l'RQA a une expertise reconnue. Nous sommes la première agence d'inspection ASME en France et dans le monde. Nous accompagnons plus de 70% des détenteurs de stamps en France. Notre service de proximité est très réactif avec des ressources conséquentes dans les différentes régions françaises. Nos équipes, nos inspecteurs autorisés superviseurs ont participé et continuent à participer à des dizaines de joint reviews, des audits avec un représentant des autorités américaines, avec un représentant de l'ASME. Nous animons régulièrement des sessions de formation en partenariat avec le CETIM au sujet de l'ASME, avec une offre très complète. Et nous avons un excellent retour d'expérience et un niveau de satisfaction de nos clients extrêmement élevé. Donc, le métier de LRQA, c'est la gestion des risques pour vous permettre de transformer vos risques en opportunités. Quant au CETIM, qu'on n'a plus besoin de présenter, mais tout de même quelques mots. Le CETIM, c'est le Centre technique des industries de la mécanique. C'est un centre d'excellence au service des industriels français. C'est un centre de recherche. C'est une solution globale de conseil et de services en ingénierie, avec une vision très claire. Les industries mécaniques sont une solution aux grands défis du temps, une ambition, faire émerger une industrie toujours plus souveraine, positive et durable, et une expertise connue et reconnue, assurer la montée en gamme de l'industrie française pour une industrie responsable et respectueuse de la planète. Alors, vous pourrez nous retrouver sur nos sites internet respectifs, sur nos réseaux sociaux respectifs, et puis vous pourrez nous contacter directement. Pour bien vous connaître, on va se permettre de vous poser une petite question qui doit apparaître à l'écran. Ceci permettra de nous aider à adresser les nouvelles exigences du code. Nous vous remercions d'y répondre en quelques secondes. Voilà. Le temps. Je laisse la parole à mon collègue Bastien Laurent. Merci Christophe pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire consacré aux modifications du Boiler and Pressure Vessel Code, édition donc 2025. Avant de démarrer, je souhaite simplement rappeler que cette présentation est basée sur une lecture LRQA et que seul le code et ses interprétations officielles gouvernent les exigences réglementaires. Évidemment, en une heure, vous comprendrez qu'on ne pourra pas traiter les modifications de toutes les sections du Boiler and Pressure Vessel Code. Nous avons par conséquent choisi de nous concentrer sur la section 8 division 1, qui est probablement la section qui a fait l'objet du plus grand nombre de modifications ces dernières années. L'objectif de l'ASME est
de restructurer cette section 8 division 1 pour la rendre plus lisible. Dans ce sens, des nouveaux paragraphes ont été créés, parfois en lieu et place d'anciens sous-paragraphes. Comme exemple représentatif, on retrouve sur cette diapositive le paragraphe UG 102 qui traite des manomètres. On constate que la structure est davantage aérée dans l'édition 2025. C'est la partie droite de la diapositive. Sous le sous-paragraphe UG 102 petit a de l'édition 2023 qu'on retrouve à gauche a été splitté en deux paragraphes, UG 102 petit 1 et UG 102 petit 2, qui permettent de mettre en évidence par leur titre les thèmes traités dans ces paragraphes. Donc c'est plutôt une avancée positive par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir en termes de structure. La difficulté, lors de cette revue des modifications 2025, ça va être d'être capable d'identifier les modifications qui concernent réellement des exigences du code et qui seront finalement noyées dans ces modifications structurelles, sachant que le Summary of Changes indique majoritairement que les paragraphes ont été révisés dans leur intégralité. Toujours pour ce qui est de la structure du code, une modification majeure dans cette édition 2025 a été apportée en créant une sous-section D qui est applicable aux équipements et composants spécifiques. Alors c'est plutôt assez logique puisqu'il n'y avait pas de sous-section relative au type d'équipement. Ils étaient traités soit dans des annexes, comme l'annexe 5 pour les soufflets de compensation ou l'annexe 45 pour les échangeurs à plaques, voire même dans la sous-section C pour les échangeurs tubulaires, alors que la sous-section C était en principe consacrée aux matériaux. Donc ça n'avait pas tellement de sens en termes d'organisation. Pour commencer la revue des modifications proprement dites, deux conditions imposant les UDRF, User Design Requirement Form, ont été ajoutées au paragraphe U2 petit a petit 2. Donc, lorsque l'épaisseur, lorsque l'équipement est protégé des surpressions par le système design, donc, configuration du système dans lequel est installé l'équipement qui ne peut générer de surpression dans l'équipement. Et la deuxième condition qui impose à vos clients d'établir un UDRF, c'est lorsque un user commande une part de remplacement pour un équipement qui est déjà construit. Dans ce cas, la conception de cette part pourra être faite suivant l'édition du code d'origine et le fabricant de la part ne prendra pas la responsabilité de la conception. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et l'annexe 43 qui dicte les règles d'applicabilité du code a été mise à jour afin de permettre cette possibilité. Donc, pensez à modifier vos manuels qualité pour éventuellement intégrer ces nouvelles conditions qui imposent l'UDRF. Et pour ceux qui ont des templates du DRF pour aider leurs clients dans la rédaction de leurs exigences, pensez à intégrer ces deux conditions supplémentaires. Le rapprochement vers la section 8, division 2, qui avait commencé dans l'édition 2023, se poursuit bien évidemment dans l'édition 2025, avec pour objectif à terme de n'avoir qu'une seule division pour les appareils à pression. Dans ce contexte, des nouveaux paragraphes ont été supprimés de la section 8 division 1 pour être simplement remplacés par des renvois à des paragraphes de la section 8 division 2. Des tables appelées de références croisées ont été intégrées à la section 8 division 2 avec une lecture un peu complexe. Et de ce fait, un nouveau paragraphe U6 a été ajouté au code pour expliquer l'utilisation de ces tables. Dans ce paragraphe U6, un exemple a été repris. Il s'agit de la table UEJ12 pour le dimensionnement des soufflets de compensation qui a été prise donc en exemple pour expliquer le fonctionnement de ces tables. Le principe est le suivant. Le paragraphe UEJ1 de la section 8 division 1 nous renvoie au paragraphe 422b de la section 8 division 2, donc pour le dimensionnement des soufflets de compensation. Ce paragraphe de la section 8 division 2 va lui renvoyer bien évidemment à d'autres paragraphes de la section 8 division 2.
Et ces tables de référence croisées de la section 8 division 1 précisent qu'il ne faut pas aller plus loin dans la lecture des paragraphes de la section 8 division 2, mais revenir, dans ce cas-là, à UG 116 dans la section 8 division 1. Donc, soyez attentifs à la lecture de ces codes pour ne pas aller trop loin dans la section 8 division 2, une fois que vous êtes rentré dedans par les renvois de la section 8 division 1. Et puis, surtout, il va falloir modifier les références dans les outils de calcul, voire modifier les outils de calcul, parce que énormément de calculs et de dimensionnement des appareils aujourd'hui vont se faire suivant l'ASME 8 division 2. Et puis pour ceux qui n'avaient pas l'ASME 8 division 2, eh bien, il va falloir l'acheter. Le chapitre UG10 qui traite de la recertification matière dans le cadre de matières non conformes ou de matières non permises par le code a été restructuré. Pas de modification significative, si ce n'est qu'il est clairement indiqué qu'une recertification matière ne peut être effectuée que par un stamp holder. C'était déjà le cas, mais c'était moins clair. Le chapitre UG14, c'est un chapitre qui a été révisé en intégralité et qui peut avoir des conséquences significatives pour ceux qui usinent des composants soumis à contraintes circonférentielles, telles que des pièces creuses, à partir de barres laminées ou forgées. Des définitions de barres et de rods ont été ajoutées dans ce paragraphe UG14. Alors, ce qu'il faut surtout retenir vis-à-vis de ces définitions, c'est que quel que soit le profil de la barre, qu'elle soit ronde, qu'elle soit carrée, hexagonale ou autre, que cette barre soit forgée ou laminée, elle rentre dans le champ d'application de UG14. Également, les exigences applicables aux composants issus de barres ne sont plus basées sur le type de composant, mais sur le type de contrainte qui s'applique aux composants. Si les contraintes primaires sont parallèles à l'axe de la barre, telles que des tirants, pas d'exigence supplémentaire à celle des spécifications de la matière qu'on retrouve dans la SME2. Par contre, dans les autres cas, je vais prendre l'exemple de brides qui seraient usinées à partir d'une barre, ou de nippes usinées également, donc qui vont être soumises à des contraintes circonférentielles, et bien là, on retrouve toujours des exigences additionnelles aux exigences des spécifications de la SME2, avec ce qui était déjà existant, qu'on va retrouver dans UG14C1, la possibilité d'utiliser ces composants avec un dimensionnement à contrainte de calcul réduite, on divise par 2, suivi de contrôle non destructif, contrôle de surface et ultrasons quand on est supérieur à 205 mm. La deuxième option qui existe toujours, qui consiste à, donc c'est UG14C2, à dimensionner à contrainte de calcul normal. Par contre, il y aura des essais de traction transverse à réaliser dans la barre, suivi de ressuage ou de magnétoscopie et d'ultrasons. La vraie différence, elle se situe au niveau de l'option UG14C2, puisqu'il était possible, enfin en tous les cas dans l'édition 2023, il y avait une exemption pour les composants qui étaient issus de barres de moins de 140 mm de diamètre, une exemption qui permettait de ne pas faire ces essais de traction transverse, ainsi que les ultrasons. Aujourd'hui, cette exemption de moins de 140 mm n'existe plus, ce qui veut dire que si vous êtes amené à usiner à partir de barres forgées ou laminées des petits composants, vous serez contraint de faire des essais de traction ainsi que des ultrasons dans tous les cas. Je pense qu'il est peut-être intéressant, dans le cas d'utilisation de petits composants, de s'orienter plutôt vers un dimensionnement à contrainte maximale divisé par 2, si c'est possible. Et puis, une nouvelle option est apparue pour utiliser des composants issus de barres forgées ou laminées. C'est une option qui consiste, alors c'est UG14C3, qui consiste à dimensionner ces composants via la méthode expérimentale qu'on retrouve dans le paragraphe UG101.
Voilà, donc ce paragraphe UG14 a fait l'objet de modifications qui sont significatives. Je vous invite à bien les lire pour ceux qui utilisent ce paragraphe et puis à mettre à jour vos spécifications d'achat, voire vos spécifications internes si les essais additionnels étaient réalisés en interne. Le chapitre UG16, conception généralité, a été restructuré sans impact significatif. Pensez simplement à mettre à jour les références à ce paragraphe dans vos différentes procédures ou outils de calcul. C'est la même chose pour le chapitre UG24 qui concerne les pièces de fonderie. Pas de modification significative, si ce n'est qu'il y aura lieu de remettre à jour vos spécifications pour donner les bonnes références à ce chapitre. UG35, la conception des portes à ouverture et fermeture rapide est désormais à réaliser conformément à la section 8, division 2. La table UG35 2.1 mentionne les paragraphes de la section 8, division 2 qui doivent être utilisés en lieu et place des paragraphes de la section 8, division 1, édition 2023. Donc prudence dans le calcul de ces composants. UW39, une nouvelle exigence a été ajoutée pour la conception des ouvertures dans les fonds plats, limitant la distance, c'est cette valeur U7, limitant la distance entre le bord interne de l'ouverture et le diamètre de positionnement des trous de fixation des fonds plats. Donc, nouvelle exigence à intégrer dans vos phases de conception. UG77 qui traite de l'identification des matériaux. Le chapitre a été restructuré, il est composé de 3 sous-chapitres. Le premier qui traite de l'identification des matériaux, on va retrouver ce qui doit être identifié et comment ça doit l'être. Donc c'est une identification qui concerne les producteurs des matériaux. On va retrouver dans le deuxième chapitre les exigences en termes de transfert de ces identifications qui devront être faites par le stamp holder, enfin quand elles sont faites par le stamp holder. Et puis, le chapitre UG77 petit 3, qui traite des transferts d'identification quand elles ne sont pas faites par le stamp holder, donc plutôt par vos fournisseurs de matière, tels que des stockistes ou des oxycoupeurs. Alors, attention, dans le paragraphe UG77 petit 3, il est maintenant spécifié que le transfert de marquage devra se faire avant découpe des composants lorsque ce transfert est effectué par des organisations qui ne sont pas des stamp holders. Donc, mettez bien à jour vos spécifications d'achat et peut-être est-il intéressant d'aller également auditer vos sous-traitants pour vous assurer qu'ils respectent cette exigence de marquage, de transfert de marquage avant découpe. Chapitre formage, le chapitre a été, comme bien d'autres, restructuré. Il est indiqué maintenant dans le G79 petit 3 que un sous-traitant qui fait du formage devra indiquer sur son certificat 1. Si les opérations de formage ont été réalisées à froid ou à chaud, ça n'existait pas avant, et si les pièces ont fait l'objet d'un traitement thermique lorsqu'elles sont formées à froid. Dans l'édition 2023, il était uniquement demandé de certifier si un traitement thermique était réalisé après formage. Donc, à nouveau, mise à jour des spécifications d'achat, plus surveillance de la prise en compte de ces exigences à réception des pièces formées et de la documentation associée. Toujours sur le formage, le chapitre UG79 petit 4 traite des pièces qui feraient l'objet de soudage ou de soudure avant les opérations de formage. Donc, dans ce chapitre-là, une nouvelle exigence a été introduite. Il s'agit de faire une vérification de la conformité des soudures avant les opérations de formage, vérification de la conformité suivant les chapitres UW35 A et B. Et ces vérifications de conformité, donc il s'agit d'une inspection visuelle, elle doit être faite par le fabricant et l'inspecteur autorisé. C'est quelque chose de nouveau à intégrer dans vos travelers, dans vos ITP, si vous êtes concerné par des opérations de soudage avant formage. Également, la réduction d'épaisseur liée de la soudure liée à l'opération de formage est toujours limitée au plus petit de 10% de l'épaisseur nominale, mais avec une limite de 8 mm à la place de 1 mm. Alors, cette limite qui passe à 0,8 mm à la place de 1 mm, elle est liée à la conversion du 1/32 de pouce qui est fait de façon correcte maintenant. Donc à d'autres endroits dans le code, on retrouvera cette limite qui était de 1 mm qui passe à 8 dixièmes.
Essai de résilience, le chapitre UG 84, qui définit entre autres les méthodes d'essai pour les résiliences et les critères d'acceptation, a été restructuré avec l'ajout d'une table UG 84 4.3 qui synthétise les cas dans lesquels les réductions de température sont à appliquer à la température minimale de design, lorsqu'on fait les essais, dans le cas des éprouvettes de résilience de dimension réduite, donc des éprouvettes qui font moins de 10 mm de large. Globalement, les réductions appliquées à la MDMT restent inchangées, mais le cas des éprouvettes réduites, ici, le cas des éprouvettes réduites qui feraient moins de 8 mm de largeur lorsqu'elles sont usinées à partir de matières qui font plus de 10 mm d'épaisseur, n'est plus traité. Alors, c'est assez surprenant, d'autant que la table UG 84 4.2, qui elle mentionne précisément la réduction de température qui doit être appliquée à la MDMT, eh bien cette table reste inchangée en faisant toujours référence à des réductions de température lorsque les éprouvettes font moins de 80% de l'épaisseur de la matière, et sans exclure les matières qui font plus de 10 mm. Donc moi, par prudence, j'inviterai les fabricants qui se retrouvent dans ce cas de figure à continuer à appliquer la réduction de température que vous retrouvez dans la table UG 84 4.2. Autre modification dans ce chapitre, la petite note 34 qui permettait de remonter la température d'essai pour les matériaux carbone avec une limite élastique inférieure à 360 newtons par millimètre carré ne s'applique plus lorsque la réduction de température est requise. Voilà, donc attention à ceux qui seraient amenés à faire des essais de résilience avec des éprouvettes réduites. Il y a néanmoins des petits changements qui devront être à prendre en considération. À noter également, alors c'est pas écrit dans la diapositive, mais qu'il y a eu un errata, l'errata 25-1549, à propos de la table UG 84 4.3 qu'il faut prendre en considération parce qu'il y a un signe qui n'était pas dans le bon sens dans cette table-là, un supérieur à la place d'un inférieur. Donc, pensez bien à aller chercher les errata pour avoir une lecture correcte du code. Le chapitre UG 85 mentionnait les marquages spécifiques à appliquer aux matériaux lorsque les traitements thermiques n'étaient pas réalisés par le producteur de la matière, mais par le fabricant de l'appareil à pression. Ces exigences ont été supprimées de UG 85 par des renvois et remplacées par des renvois aux exigences des spécifications de l'ASME 2 qui semblent finalement être identiques à celles qui existaient dans l'ASME 8 division 1. En tous les cas, c'est le cas pour la spécification SA20 qui traite des tôles, à vérifier néanmoins pour les autres matériaux si vous êtes concerné et si vous achetez des matériaux qui n'ont pas fait l'objet des traitements thermiques par les fabricants, mais qui font l'objet des traitements thermiques par vous, constructeurs des appareils à pression. Le paragraphe UG 90, qui traite des responsabilités du fabricant et de l'inspecteur autorisé, a également été restructuré. Pas de modification significative. Les responsabilités sont formalisées à l'impératif, ça ne change pas grand-chose. Par contre, certaines responsabilités de l'inspecteur autorisé ont été regroupées dans ce chapitre UG 90. Elles étaient ailleurs dans le code, mais maintenant elles se retrouvent ici, notamment l'obligation pour l'inspecteur autorisé d'effectuer les opérations de monitoring du système qualité, ainsi que l'obligation d'assister aux essais de proof test lorsqu'on fait un dimensionnement par la méthode expérimentale de UG 101. Donc, pas de changement significatif, mais mise à jour du manuel qualité si vous faisiez des références à certaines responsabilités qui se retrouvent maintenant dans ce chapitre. UG 99. Ceux d'entre vous qui ont fait la revue des modifications du code ont dû s'en apercevoir, mais ce chapitre a fait l'objet de nombreuses modifications. Qui plus est, ce chapitre concerne tous les fabricants d'appareils à pression, à l'exception peut-être des fabricants de parts qui ne testent pas leurs composants. La première modification concerne les éléments communs des appareils multichambres qui ne doivent pas être soumis à une pression lors de l'essai supérieure à 1,3 fois leur pression maximale admissible externe. Si je prends, pour que ce soit un petit peu plus parlant, si je prends l'exemple d'un échangeur tubulaire, lors du test côté
calandre, les tubes ne devront pas être soumis à une pression externe supérieure à 1,3 fois la pression maximale admissible des tubes qui devra être calculée à la température de test. Donc il y a lieu aujourd'hui, ça c'est une vraie modification pour les gens qui fabriquent des appareils multichambres, il y a lieu de calculer cette valeur nommée Limiting Test Pressure, et il y a lieu d'intégrer cette valeur dans les manufacturers data report. Dans quel cas peut-on se retrouver avec cette valeur, avec un test qui serait supérieur à cette valeur? Eh bien, lorsqu'un client demande un test à une pression supérieure à 1,3 fois la MAWP, ou si le LSR, le Lower Stress Ratio, donc la contrainte de calcul à température de test divisée par la contrainte de calcul à température de conception, si ce LSR est supérieur à 1. Donc des appareils qui évolueraient plutôt à température élevée quand les contraintes maximales admissibles de calcul chutent. Si jamais on se retrouve dans ce cas, je reprends l'exemple de mon échangeur, eh bien le test, le protocole de test sera différent par rapport à ce qu'il était avant. On devra tester déjà le côté calandre en limitant la pression à ce LTP. Par conséquent, la pression de test requise pour le côté calandre ne sera pas forcément atteinte. À l'issue de ce test, on fera une inspection visuelle des joints des éléments communs, donc joints, tubes, plaques tubulaires. Et dans un deuxième temps, on testera le côté calandre à la pression requise en appliquant une contre-pression du côté tube pour que le delta de pression entre les tubes et la calandre ne dépasse pas ce limiting test pressure. C'est quelque chose de nouveau. La deuxième modification, qui n'est finalement pas vraiment une nouvelle exigence, c'est l'intégration de la notion du Common Element Interim Pressure Test. Si je reprends à nouveau l'exemple de mon échangeur tubulaire, ce test correspond à l'essai de pression côté calandre suivi de l'inspection visuelle des joints tubes-plaques tubulaires s'ils sont accessibles visuellement. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça devait être fait comme ça. Maintenant, c'est très clairement défini. Donc, pensez bien que peut-être que les tests devront être faits en plusieurs étapes. Peut-être y aura-t-il besoin de démonter des parties de l'équipement de façon à bien faire l'inspection visuelle des joints communs s'ils sont accessibles, même si ça nécessite du démontage. Donc, comme je l'ai dit en introduction de cette diapositive, cette exigence n'est finalement pas nouvelle, ce n'est que la formalisation ou l'éclaircissement de ce qui était induit par le dernier paragraphe de UG 99 petit e qui renvoyait à UG 99 petit h. La troisième modification est intégrée dans un nouveau chapitre qui s'appelle « Application de la pression de test », avec notamment une exigence de temps de maintien pendant une durée suffisante, permettant de s'assurer que la pression est stable et qu'il n'y a pas de signe de perte de pression. C'est quelque chose qui est assez nouveau, hein. On a une notion de temps de maintien, on a une notion de stabilité et de perte de pression. Néanmoins, il n'y a pas de critères ni d'ordre de grandeur relatif à la variation de pression. Attention, pour les appareils multichambres, encore une fois, il est demandé que le temps de maintien doit être déterminé avec l'inspecteur autorisé au vu de la particularité des joints qui ne sont pas accessibles. Il est néanmoins mentionné que ce temps de maintien n'a pas lieu d'être supérieur à 10 mm, sauf si c'est requis par le user dans le User Design Requirement Form. Et pour ces appareils multichambres, il est dit que les fuites ne sont pas permises pendant le temps de maintien, incluant celles provenant des fermetures temporaires. L'idée est de pouvoir confirmer l'intégrité des joints qui ne sont pas visibles dans les appareils multichambres par l'absence de chute de pression. La quatrième modification est l'obligation de redescendre à la MAWP pour faire l'inspection visuelle lors de l'épreuve. Donc, à nouveau, quelque chose de tout à fait nouveau, puisque cette exigence était uniquement applicable dans l'édition 2023 pour les appareils qui faisaient l'objet de tests pneumatiques.
La cinquième modification de UG 99, c'est l'intégration d'un chapitre critères d'acceptation avec notamment pour les appareils multichambres, encore une fois, la clarification que tous les joints visibles, sous-entendu lors du test, doivent faire l'objet d'une inspection visuelle. Ça rejoint l'exigence du Common Element Interim Pressure Test qu'on vient de voir juste avant. Pour les éléments communs et les joints communs non visibles, il est dit que le test peut être considéré comme acceptable en l'absence de baisse de pression et de fuite aux fermetures temporaires. Également, qu'aucune fuite ne soit mise en évidence depuis les ouvertures des chambres adjacentes. Et puis, dans le chapitre critères d'acceptation, il est écrit que pour tous les appareils, donc pas nécessairement les appareils multichambres, les soudures non visibles lors de l'épreuve devront faire l'objet d'une inspection visuelle par le fabricant, il y a la notion d'examination, et par l'inspecteur autorisé, il y a la notion de inspection, avant que ces soudures ne soient plus accessibles. L'exigence d'inspection visuelle des soudures qui seraient masquées pendant l'épreuve existait déjà dans l'édition 2023. Par contre, c'était pas super clair pour l'implication de l'inspecteur autorisé. Maintenant, ça l'est clairement. On parle bien d'une inspection. Par conséquent, pensez bien à modifier vos travelers, vos ITP, de façon à intégrer les points d'intervention de l'inspecteur autorisé, de façon à ce qu'il puisse faire une inspection visuelle des soudures qui seront recouvertes et qu'il ne pourra plus voir pendant l'épreuve hydraulique. On retrouve ensuite, toujours dans le G99, des nouveaux paragraphes appelés fuite et dépressurisation, qui n'intègrent pas réellement de nouvelles exigences, si ce n'est qu'il est formalisé qu'on ne fait pas d'opération sur un appareil lorsqu'il est encore en pression de test. C'est plutôt du bon sens, hein. Néanmoins, c'est indiqué clairement dans le code. Et puis, pour terminer avec UG99, je dirais que la dernière nouveauté concerne la maîtrise des équipements de test et des fermetures temporaires des équipements. Donc, tout ça, c'était hors scope du code. Il l'intègre maintenant, avec notamment l'obligation de dimensionner les fermetures temporaires, donc qui sont hors appareil à pression finalement, pour les conditions de test, avec des notes de calcul qui devront être à disposition des inspecteurs autorisés, lorsque les calculs sont nécessaires, si on n'utilise pas des fermetures temporaires standards avec des ratings. Et puis également, pour les équipements de test, eh bien, on va retrouver toujours la même chose, l'obligation de vérifier le dimensionnement des équipements de test par rapport aux conditions de test, et également de faire une vérification périodique pour vérifier l'intégrité des équipements de test. Donc pas mal de modifications dans UG 99, hein. Vos procédures vont devoir être remises à jour, et puis peut-être qu'il sera nécessaire d'investir dans des équipements de test s'ils ne répondent pas à ces nouvelles exigences. Juste un slide pour UG 100, simplement pour dire que tout ce qu'on vient de voir sur UG 99, eh bien, c'est à transposer également dans UG 100, puisque les exigences ont été modifiées ou ont été intégrées exactement de la même façon, bien évidemment, avec les paramètres du test pneumatique. Les data reports, on l'a vu tout à l'heure, il y aura lieu d'intégrer le limiting test pressure dans les MDR, et puis pensez bien à utiliser les derniers formulaires du code, hein. La dernière page des MDR a été modifiée, alors ce sont des modifications mineures, mais en bas de la page, c'est marqué 07-2025, donc utilisez bien ces formulaires-là pour pas vous faire tirer les oreilles pendant les reviews ASME. UG 154, c'est simplement, c'est lié au data report, hein, c'est simplement qu'il est mentionné que lorsque les appareils sont protégés par le système design, lorsque ceci est intégré dans l'UDRF, il y a lieu de le mentionner dans les UDR. Donc, pensez à modifier vos modèles de MDR. Voilà. UW3 et UW12, donc UW3 les catégories de joints, UW12 les types de joints, des modifications sont apparues, notamment pour les assemblages à plaques soudées par diffusion, où il est mentionné que les soudures de tubulure qui
qui assemblent ces tubulures sur les assemblages à plaques soudées sont en catégorie D alors qu'elles étaient en catégorie C, ce qui est somme toute assez logique, puisque la catégorie D, c'est la catégorie d'une soudure, par exemple, entre une tubulure et une virole. Donc, par analogie, c'est assez logique que ces soudures tombent en catégorie D également. Les soudures, les assemblages plaques tubulaires sont maintenant intégrés dans une nouvelle catégorie qui s'appelle une catégorie F, et ces soudures sont maintenant de type 9. Donc pensez à mettre à jour vos plans, vos spécifications pour faire référence à ces nouvelles catégorisations de joints. UW13, détail des assemblages soudés, des définitions ont été ajoutées afin de simplifier certaines explications narratives des symboles qu'on retrouvait dans les figures UW13A. Lorsque les collerettes sont intégrées au fond plat ou aux plaques tubulaires, les essais mécaniques qui doivent être faits donc, dans la zone de la collerette doivent maintenant répondre à toutes les exigences de la spécification matière et non pas uniquement l'essai de traction pour vérifier la résistance à la traction et l'allongement comme c'était précédemment requis. Ça, c'est une modification significative. Aussi, dans ce chapitre UW13, les figures UW13.2 petit m et petit n ont été révisées afin que la valeur de la gorge C soit directement définie dans ces figures et ne dépende plus d'une valeur Tx qui était définie en annexe 2. Donc c'est quand même plus simple pour définir les apothèmes des soudures. Également, le symbole de l'épaisseur de la virole, qu'on retrouve ici, est maintenant noté TS à la place de TN tel que c'était avant. C'est pareil, c'est assez logique, hein, puisque TS c'est Shell Thickness. Donc, mise à jour de vos spécifications d'achat pour les fonds plats avec des collerettes ou des plaques tubulaires à collerettes, et puis modification de vos outils de calcul pour intégrer ces calculs d'épaisseur de gorge. Le chapitre UW20 a fait l'objet de modifications en ce qui concerne le calcul des assemblages tubes-plaques tubulaires, avec notamment des nouveaux paramètres de calcul de la pression de dudgeonnage et de la pression résiduelle de dudgeonnage, ainsi que la prise en compte des contraintes de température de conception à température ambiante et non plus à température de design. Donc, sans rentrer dans le détail de ces modifications, pensez à mettre à jour vos outils de calcul. UW26, l'exigence qui existait et qui concernait la supervision totale des soudeurs intérimaires a été étendue aux soudeurs qui sont embauchés dans l'entreprise. Ça n'a pas réellement d'impact, dans tous les cas, ce n'est pas une modification technique. Il faut simplement penser à mettre à jour votre manuel qualité pour finalement recopier le wording qui s'appliquait aux soudeurs intérimaires et le transposer à vos soudeurs qui sont embauchés. UGW34, je pense que peu de fabricants sont concernés, mais au cas où, il est maintenant demandé à ce que les soudures de rebouchage des trous de centrage qui sont réalisées dans les fonds emboutis fassent l'objet des CND applicables aux joints de catégorie D et non plus simplement, comme c'était spécifié, du ressuage ou de la magnétoscopie. Le chapitre UW35, qui traite notamment des défauts des soudures, les caniveaux, les morsures, les surépaisseurs de cordons, a été modifié afin de regrouper à la fois les soudures pénétrées, donc les groove weld, ce qui était déjà le cas, et les soudures d'angle, les fillet weld. De ce fait, le chapitre UW36, qui traitait auparavant des fillet weld, a été supprimé. En termes de nouvelles exigences, il est maintenant requis que les assemblages en angle, alors je dis bien les assemblages en angle, pas les soudures d'angle, hein, les assemblages en angle qui sont réalisés avec des soudures pénétrées, des groove weld, devront faire l'objet d'une pénétration totale. Cette exigence n'était applicable qu'aux assemblages bout à bout. Néanmoins, c'est assez surprenant, puisque cela sous-entend que les assemblages en angle ne peuvent
plus être à pénétration partielle, alors qu'il est toujours permis, dans certains cas, via les figures UW13, de faire des assemblages en angle avec de la pénétration partielle. Donc, on est en train d'investiguer à ce sujet, peut-être une interprétation verra le jour, ou peut-être un errata, on ne sait pas encore, mais on reviendra vers vous si on a des informations au niveau de cette drôle de nouvelle exigence. Et puis, la deuxième modification la nouvelle modification d'exigence dans ce chapitre, c'est lié à la valeur du 1/32 de pouce qui est maintenant arrondi correctement. Eh bien, la profondeur maximale d'un caniveau ou d'une morsure, quand on est sur quelque chose qui fait plus maintenant de 8 mm, est limitée donc à 8 dixièmes ou à 1 mm. C'est valable également pour les surépaisseurs de cordons de soudure pour les assemblages de faible épaisseur. Pensez à mettre à jour vos spécifications de contrôle et former votre personnel parce que le 1 mm pour les caniveaux et les morsures, c'est ce qu'on avait tous en tête. Le chapitre UW40 qui traite des traitements thermiques, enfin tout complètement restructuré. On n'a pas identifié de modification majeure, si ce n'est qu'il est précisé que l'épaisseur à prendre en considération, donc l'épaisseur qui s'appelle finalement le nominal thickness, c'est une épaisseur qui permet de déterminer si oui ou non le traitement thermique après soudage est requis, et c'est également une épaisseur qui permet de déterminer les paramètres de traitement thermique après soudage s'il est requis. Donc pour les soudures d'angle, il est mentionné que l'épaisseur à prendre en considération, c'est la gorge théorique. Voilà, c'était pas précisé avant. Le chapitre W50 qui traite des contrôles non destructifs qui devront être faits sur les appareils qui font l'objet d'une épreuve pneumatique a fait l'objet de quelques modifications. Il est notamment précisé que la longueur totale des soudures accessibles autour des ouvertures doit faire l'objet d'un ressuage et d'une magnétoscopie. Alors attention à la notion d'accessibilité, hein. Bien penser à faire les contrôles non destructifs des soudures tant qu'elles sont accessibles. Je pense notamment au piquage traversant, qui peuvent ne plus être accessibles lorsque l'appareil est fini. Il y a lieu de faire le ressuage ou la magnétoscopie de la soudure interne avant fermeture de l'appareil, puisqu'elle était accessible à un moment. Même précision pour les soudures de gorge supérieures à 6 mm, hors soudure autour des ouvertures. Et puis, cette fois-ci, une nouvelle exigence, il est demandé à ce que les surfaces sur lesquelles ont été assemblés provisoirement des éléments avec une soudure de gorge supérieure à 6 mm fassent l'objet d'un ressuage ou d'une magnétoscopie après suppression des soudures. Je pense notamment à des oreilles de levage provisoires ou des taquets de maintien. Donc voilà, ce sont des exigences à prendre en considération et à intégrer dans vos travelers ou vos ITP. UW51, modification quand même. Pour être cohérent avec la section 5, le PV radio est référencé maintenant comme Radiograph Review Form au lieu de Examination Record. Et il est mentionné que les films sont à conserver jusqu'à l'acceptation de ce document par l'inspecteur autorisé et non plus jusqu'à la signature du manufactureur Data Report. Ça veut dire qu'il faut bien formaliser quelque part dans vos ITP, dans vos procédures, que ces PV radio doivent faire l'objet de la revue par l'inspecteur autorisé, puisque c'est ce qui va finalement déclencher la limite de la durée de conservation des films. Soudage par diffusion, modifications significatives qui vont simplifier la vie des fabricants qui sont concernés. Les exigences de contrôle par ultrasons ont été supprimées. C'était quelque chose qui était un peu compliqué, notamment à comprendre quel était réellement le besoin. Et il a également précisé que le ressuage doit être effectué sur le bord des tôles, alors qu'il était simplement mentionné avant surface externe sans aucune précision. Donc, simplification là dans UW55, voilà, qui vont plutôt dans le bon sens. Alors, UF, appareil forgé, et puis je vais plutôt démarrer par UCS 23. Donc dans UCS 23, des nouveaux matériaux ont été intégrés, et ces nouveaux matériaux sont certainement utilisables pour des appareils forgés. De ce fait, le chapitre UF a été modifié avec des exigences qui ont été spécifiées pour ces nouveaux matériaux, notamment des résiliences transverses, du soudage potentiellement interdit et des ultrasons après traitement thermique. Donc, ce sont des cas très particuliers à prendre en considération par les fabricants concernés qui font des appareils forgés s'ils utilisent ces matières.
UCS 66, matériaux à basse température. Alors, il est écrit que l'épaisseur à considérer pour le governing thickness, quand elle est basée sur l'épaisseur du matériau divisé par 4, a été étendue à tous les éléments plats soumis à contrainte de flexion primaire, alors qu'avant, seuls les fonds plats et les plaques tubulaires étaient concernés par un governing thickness qui pouvait être considéré comme l'épaisseur divisée par 4. Donc peut-être que des nouveaux composants vont être à prendre, enfin, que ce governing thickness basé sur l'épaisseur divisée par 4 va pouvoir être appliqué à des nouveaux composants, ce qui permettrait potentiellement, sur ces nouveaux composants, d'être exempté d'exigence de résilience, alors qu'avant, il ne l'était pas, puisque ce n'était ni des fonds plats, ni des plaques tubulaires. Figure UCS 66, ou plutôt peut-être les tables UCS 66, notamment pour la boulonnerie. Il est désormais, la valeur de moins 20 degrés Fahrenheit est désormais arrondie à moins 29 degrés Celsius, ce qui veut dire que des boulonneries pour lesquelles vous aviez une MDMT de moins 30 degrés qui était exemptée d'essai de résilience, ne le serait plus aujourd'hui pour 1 degré. Bon, la probabilité d'être dans ce cas-là est peut-être faible, mais soyez prudents. Un petit degré fait que vous seriez obligé de faire des essais de résilience sur les matières qui serviraient à faire de la boulonnerie. UCS 67 qui traite des résiliences pour les procédures de soudage. Donc le chapitre a été modifié avec une table UCS 67 2.1 qui a été intégrée de façon à synthétiser les exigences de résilience sur les procédés de soudage. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est plus facile à lire que le narratif de l'édition 2023, pardon. On n'a pas mis en évidence de modification d'exigence dans cette table-là. Attention, néanmoins, un errata a déjà été publié qui corrige les 2 dernières lignes. Si vous n'utilisez pas l'errata, ça n'a plus de sens par rapport à l'édition 2023. Pensez à aller chercher cet errata. UCS 85. Donc, UCS 85, c'est un paragraphe qui traite des traitements thermiques des coupons d'essai dans le but de simuler sur les éprouvettes utilisées pour caractériser les propriétés des matériaux et des PQR, les traitements thermiques qui seront réalisés sur les équipements ou parties d'équipement. L'objectif étant de connaître les propriétés mécaniques des matériaux à l'état d'utilisation de l'équipement et non pas seulement à l'état de livraison des matériaux. Donc on retrouve dans ce paragraphe une nouvelle exemption de ces simulations de traitement thermique qui est applicable aux matières de P-number 1 groupe 1 d'épaisseur inférieure à 38 mm qui seraient formées à froid ou à chaud et qui seraient suivies d'une, je dirais, renormalisation à une température équivalente à la température de la normalisation de la matière d'origine, telle qu'elle est mentionnée sur le certificat matière d'origine, avec un delta de plus ou moins 11 degrés. C'est intéressant parce que ça formalise finalement le fait qu'il n'est pas forcément nécessaire de refaire des essais mécaniques, notamment sur les fonds après formage, si ceux-ci ont fait l'objet d'une renormalisation. Il y a eu pas mal de discussions à ce sujet qui étaient basées sur le fait que techniquement, puisqu'on refaisait une renormalisation, il n'y avait aucun intérêt à refaire des essais mécaniques. Néanmoins, il y avait des interprétations et le code était clair. Il demandait que dès lors qu'un traitement thermique était réalisé sur une pièce à une température supérieure à la température basse de transformation, donc environ 700 degrés, ce traitement devait avoir été simulé sur les éprouvettes permettant de caractériser les matériaux. Donc l'avantage, c'est que maintenant, c'est clarifié. Les gens qui achètent des fonds emboutis, qui feraient l'objet d'une renormalisation, peuvent ne pas refaire d'essais mécaniques. L'inconvénient, c'est qu'il faut que la température de normalisation soit bien indiquée sur le certificat de matière d'origine afin de pouvoir démontrer que la renormalisation est bien faite à plus ou moins 11 degrés par rapport à cette normalisation d'origine. Les tables XXX 23, donc UHA, UNF 23, qui listent les matières autorisées dans la SME 8 division 1 ont été, comme à chaque fois, revues. Des nouvelles matières ont été intégrées, mais aucune matière n'a été supprimée. Le chapitre UHA 54 a été restructuré. Donc c'est un chapitre qui est compliqué à lire. Il est associé à l'annexe, enfin en tous les cas l'annexe JV permet de le lire plus aisément. Donc elle a également été modifiée.
Et les modifications d'exigence sont les suivantes. Il est maintenant possible pour des procédés de soudage par diffusion de les utiliser quand la température minimale de design est inférieure à -196 degrés, mais bien évidemment avec des exigences de résilience spécifiques. Également, une modification à prendre en compte lorsqu'on on soude un appareil avec une MDMT inférieure à -104 degrés en acier austénitique, eh bien, l'exigence d'avoir un taux de carbone inférieur à 0,10% sur les matériaux d'apport a été étendue aux matériaux de base. Donc, bien prendre ça en considération. À noter également que depuis juillet, hein, ce chapitre UG 51 a déjà fait l'objet de 2 errata. Donc, à bien considérer, particulièrement pour ceux qui sont amenés à souder des appareils avec des MDMT inférieurs à -196 degrés, puisque le texte du code tel qu'il est rédigé imposerait de faire des essais d'évaluation de ductilité complexes, des tests de type J1C, lors de l'utilisation de certains matériaux d'apport, alors que la correction via l'errata ne l'impose pas. Donc, pensez à aller chercher les 2 errata pour les intégrer à votre lecture du code. Euh, la nouvelle sous-section D relative aux composants spécifiques. Donc, je ne vais pas passer en revue toutes les parties. Vous pourrez, dans l'enregistrement de cette présentation qui sera accessible en ligne, visualiser ces tableaux avec, dans la colonne de gauche, les références des chapitres ou annexes de l'édition 2023 qui traitent des équipements spécifiques. Dans la colonne centrale, les parts de la sous-section D qui les remplacent. Et dans la colonne de droite, les modifications que nous avons identifiées entre les 2 éditions. Voilà, donc je vous laisserai parcourir ces tableaux ultérieurement, si vous le souhaitez, avec l'enregistrement de cette présentation. Annexe 2, la conception des assemblages à briques boulonnées est désormais à réaliser conformément à la section 8, division 2, comme amendée par la table 2.1.3. Donc c'est une table de référence croisée pour laquelle vous retrouverez le mode d'emploi dans le paragraphe U6, ce qu'on a vu en début de présentation. Annexe 10, la voici. Pas de modification, excepté qu'il a été ajouté la signification d'un mathématique modèle et la signification de la vérification des logiciels de calcul par rapport à ce mathématique modèle. Je vous invite à lire ces définitions qui peuvent vous éclairer quant à ce qui est attendu en termes de vérification de vos outils de calcul, notamment les outils de calcul par élément fini. L'annexe 14, la conception des fonds plats à grande ouverture est désormais à réaliser conformément à la section 8, division 2. Encore une fois. L'annexe 43, donc, qui définit les règles applicables des éditions du code, a été modifiée pour intégrer les éléments de remplacement spécifiés par le user, conçus avec une édition antérieure, ce qu'on avait vu au début, une édition intérieure à celle normalement applicable au moment du contrat. Dans ce cas, le fabricant n'endossera pas la responsabilité de la conception, il devra néanmoins prouver que cette conception est conforme à l'édition d'origine en s'appuyant sur les plans originaux ou les MDR. Attention néanmoins, en dehors de la conception, les autres activités, fabrication, contrôle et essai, devront quant à elles être conformes à l'édition applicable au moment de la prise du contrat. Donc, je vous invite à ajouter cette possibilité dans le manuel qualité, puisque ça peut être intéressant pour répondre à des besoins de clients qui voudraient des pièces de rechange sur des appareils, pour des appareils déjà construits avec une édition antérieure. UW46, qui traite des règles d'utilisation de la SMI 8 division 2, a fait l'objet de modifications. La première étant qu'il est écrit que les propriétés des matériaux autres que les contraintes maximales admissibles de traction, lorsqu'elles sont requises pour le dimensionnement par analyse de contraintes, doivent être déterminées suivant la section 8, les tables de la section 8, division 2, et non via une source reconnue qu'on pouvait aller chercher dans le paragraphe UG4H. Donc par propriété des matériaux, on entend là les modules d'élasticité, contraintes de flexion, coefficient de dilatation thermique, etc.
il n'est pas requis que les matériaux répondent aux exigences du paragraphe 5.1.2.4 de la section 8, division 2, puisque ce chapitre-là limite les matériaux à ceux de l'annexe 3A de la section 2. Or là, on est bien dans une construction ASME 8, division 1. Et puis, pour terminer, il est écrit que le dimensionnement par règle de calcul ou analyse de contrainte de la section 8, division 2, n'est pas permis pour les appareils en fonte ou les appareils en graphite. Donc, bien vérifier la conformité de l'utilisation des bonnes tables pour les propriétés particulières des matériaux. Et puis, je vais terminer par l'appendice 47 qui a fait beaucoup de bruit dans l'édition 2023. Eh bien, c'est une refonte complète de cet appendice, pour ne pas dire un rétropédalage. Les désignations telles qu'elles étaient mentionnées, Responsible Charge, Engineer, Certifying Engineer, ont disparu. Tout ça, ça a été remplacé par des designers, et il est écrit que le fabricant doit désigner ses designers lorsqu'ils effectuent des opérations de conception et ou lorsqu'ils assurent des fonctions de supervision des activités de conception effectuées par d'autres. Le fabricant doit maintenir à jour une liste de designers qualifiés et il doit faire la revue de cette liste à minima tous les 3 ans. Si les designers sont employés directement, le fabricant doit définir le niveau de qualification minimal et il doit définir les éléments qui vont permettre de démontrer ce niveau de qualification minimal. Les designers, eux, doivent avoir la connaissance du système qualité et effectuer leurs activités conformément à celui-ci, et avoir la connaissance des exigences de conception de la SME 8 division 1. Ça donne déjà des idées sur ce qui doit être intégré en termes de niveau de qualification minimal pour les designers. Et puis, les designers doivent savoir démontrer les qualifications minimales requises par rapport aux éléments qui seront requis, qui ont été définis comme éléments requis pour démontrer ce niveau de qualification. Si les opérations de conception sont sous-traitées, le fabricant devra définir les dispositifs qu'il a mis en place pour s'assurer que la conception est réalisée conformément à son système qualité. Il devra définir quelles sont les personnes en charge de vérifier la conception qui aura été sous-traitée. Et il devra définir les dispositifs mis en place permettant d'accepter la conception. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été suffisamment clair. J'espère également que cette présentation vous permettra de vous conforter dans votre propre analyse si vous l'avez déjà faite, ou de gagner du temps dans la revue des modifications si vous ne l'avez pas encore effectuée. Je laisse maintenant la parole à Philippe Rohard, notre partenaire du CETIM, pour vous parler donc de fluage. Merci à tous et à bientôt. Bien, merci beaucoup Bastien pour l'introduction. Merci également à LRQA de m'avoir convié à ce rendez-vous, ce webinaire. Donc je vais prendre le relais et vous parler un petit peu plus spécifiquement d'ASME 8 division 2, plus précisément d'ailleurs de calcul et encore plus précisément de fluage. Alors, le fluage, on va dire que oui, ça fait partie des gros changements de la SME 8 Division 2 cette année. Beaucoup de changements, comme l'a un petit peu évoqué Bastien, ont été saupoudrés dans les différentes divisions. Et là, on va dire que c'est un gros chapitre avec une vraie problématique technique derrière qui a été introduite dans cette nouvelle version de la SME. Donc le fluage, déjà pour peut-être le replacer dans son contexte, c'est un mode de défaillance. Et donc justement, chasser les modes de défaillance, ça va être un petit peu le job d'un concepteur. Donc un mode de défaillance, c'est globalement un processus qui va être associé à un mauvais fonctionnement de l'appareil. Donc on va pouvoir classer ces mauvais fonctionnements
en deux parties. On va dire une partie plutôt légère, donc un mauvais fonctionnement qui serait plutôt lié à un défaut de fonctionnalité qui pourrait être par exemple des parties mobiles qui seraient incompatibles avec une limitation de déformation. Donc, c'est notamment ce qu'on pourrait retrouver dans des organes de robinetterie, dans des mélangeurs malaxeurs, etc., etc. Et donc, de l'autre côté, on va avoir, là pour le coup, les modes de défaillance un petit peu plus critiques qui vont être associés à la perte de confinement de la pression et donc associés à des déchirures mécaniques, associés à des explosions, éclatements, etc., etc. Donc, globalement, ces modes de défaillance, on va pouvoir les classer en deux catégories. Des catégories de modes de défaillance qui seront liées plutôt au chargement appliqué et d'autres modes de défaillance qui seront plutôt associés à des processus physico-chimiques. Donc le job du concepteur, ce sera ça, hein, ce sera identifier tous les modes de défaillance et mettre en place des actions. Donc, globalement, les actions qui seront dans les mains des concepteurs, ce sera l'application de règles de calcul pour s'assurer que ces modes de défaillance n'interviennent pas et éventuellement, soit en complément, soit en remplacement, des choix judicieux de matériaux pour contrer ces phénomènes physico-chimiques. Alors, là, la présentation, elle se focalise sur la thématique du fluage. Donc, pour illustrer un petit peu le fluage, je n'ai rien trouvé de mieux qu'une phrase de Lemaître et Chaboch qui résumait ça en une simple formule. Tout solide est un fluide qui s'ignore. Donc, concrètement, le fluage, ça va consister en une déformation qui va se développer au cours du temps à contrainte constante. Donc c'est quelque chose qui va être plutôt rencontré en haute température hein, quand on manipule des aciers. Donc généralement, c'est plutôt un phénomène qu'on va commencer à considérer dès lors que l'on dépasse les 350-400 degrés et qui donc va être un mode de défaillance non instantané. On va avoir non plus une problématique de contrainte qui va être admissible ou pas, mais plutôt une contrainte qui sera admissible selon la durée pendant laquelle on compte la maintenir. Donc c'est ce qui va introduire tout naturellement des phénomènes qui vont être associés à des lois de comportement un petit peu plus complexes. Je pense notamment à des phénomènes qui seraient plutôt visco-élastiques, voire, si on va un petit peu plus loin, élasto-visco-plastiques, et qui jusqu'à présent étaient relativement peu traités dans les codes de construction. D'un point de vue endommagement, donc l'endommagement par fluage, c'est quelque chose qui va se caractériser par la présence essentiellement de micro-fissures, de micro-cavités à la surface d'un équipement. C'est pas quelque chose qui va être très visible à l'œil nu, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir remarquer, et d'ailleurs même parfois quand on le cherche, on n'est même pas sûr de le trouver. Il y a vraiment besoin de mettre en place des moyens qui vont être quand même assez conséquents, des moyens techniques qui vont être bien choisis, notamment la méthode des répliques, pour détecter des phénomènes qui peuvent être associés à vraiment des toutes petites fissures, de tout petits phénomènes qui vont être plus ou moins localisés. Alors, ce mode de défaillance par fluage, donc qui est peut-être un petit peu moins connu, qui concerne peut-être un petit peu moins de personnes, c'est quelque chose qu'on peut, dans les grandes lignes, comparer un petit peu à la fatigue. Alors, les deux modes de défaillance n'ont rien à voir, mais par contre, il y a certaines caractéristiques qui vont être communes. Et donc, la première d'entre elles, ça va être de se caractériser par quelque chose qui va être plutôt associé à du temps. On ne va pas avoir quelque chose qui va être binaire, ça tient pas. On aura plutôt une relation avec le temps, en l'occurrence pour le fluage, ou un nombre de sollicitations pour la fatigue. Et donc, il faut considérer que les matériaux vont avoir une sorte de capital, une capital de résistance vis-à-vis de ces modes de défaillance. Et donc, ce capital, il va se consommer plus ou moins rapidement selon l'intensité du chargement que vous allez appliquer.
Et donc, l'un des points importants, l'un des points communs importants de ces deux phénomènes, c'est qu'on est sur des phénomènes qui vont être hautement non linéaires. Et donc, en particulier, si on prend le cas de la fatigue, on sait que augmenter un peu l'amplitude de contrainte peut rapidement diviser par deux le nombre de cycles admissibles. Pour le fluage, c'est un petit peu pareil, hein. Dès lors que l'on va entrer dans le domaine du fluage, des augmentations même faibles de 10 degrés par 10 degrés, ça va vraiment faire chuter considérablement la tenue mécanique vis-à-vis du fluage. Alors, comment se positionnent les méthodologies de calcul par rapport à ça? Généralement, on va avoir trois, trois, euh, trois gammes dans lesquelles on est susceptible de se trouver. Donc la première gamme, ce serait d'être en dessous d'un seuil, en dessous desquels l'endommagement ne va pas se produire. C'est ce qu'on va appeler les limites d'endurance troncature en fatigue, et on va avoir globalement l'équivalent pour le fluage en dessous d'une certaine température et en dessous d'une certaine contrainte appliquée. La deuxième gamme, ce sera plutôt quelque chose où le mode de défaillance va être prédominant, le mode de défaillance va s'appliquer, et donc on va avoir concrètement besoin de méthodes de calcul pour couvrir vis-à-vis de ce mode de défaillance. Et donc le troisième cas, la troisième gamme, c'est lorsque l'on va dépasser un certain seuil, et au-delà de ce seuil, on va se retrouver en fait tout simplement avec des choses qui ont un sens physique un petit peu moins marqué, ou tout du moins un mode de défaillance qui ne sera plus prédominant parce que d'autres modes de défaillance vont prendre le relais, et je pense en premier lieu à la déformation excessive, à l'instabilité plastique, qui vont être, eux, toujours associés à des propriétés matériaux un petit peu plus communes, comme la limite d'élasticité ou encore la contrainte à la rupture. Alors, pour illustrer un petit peu les modifications qui ont été apportées à la SME 8 division 2, vous avez ici une petite table des matières qui illustre le nouveau chapitre 5.6. Alors, pour ceux qui manipulaient déjà la section 8 division 2, ils savent qu'il existait déjà un chapitre 5.6, il y en avait d'ailleurs d'autres, hein, les 5.7, 5.8. Rassurez-vous, ces chapitres-là n'ont pas disparu, ils sont toujours présents, ils ont simplement été renumérotés. La SME, globalement, a choisi le maintien d'une certaine logique en indiquant d'abord les modes de défaillance et par la suite, à partir du 5.7, des cas un petit peu plus particuliers. Donc là, ce découpage de ce nouveau 5.6, vous avez une illustration de ce qu'il va couvrir, avec notamment dans les premiers chapitres, le cas vraiment spécifique du fluage, avec différentes conditions, parfois des chargements bien spécifiques, parfois des chargements un petit peu moins clairement identifiés. Et donc pour ça, vous allez avoir des choses qui ne vont pas forcément sortir de l'ordinaire, hein. Si on regarde par exemple le 5.6.1.1, 5.6.2.1, on va retrouver les approches design by rule, donc c'est-à-dire les formules du chapitre 4 qui s'appliquent sans modification. Vous allez avoir les cas de figure où on va traiter de méthodes élastiques des contraintes. Donc là encore, classification, contraintes primaires, secondaires. C'est une adaptation des méthodes existantes qui sont généralement bien connues, bien fréquemment appliquées, avec ici de nouveaux critères. Et donc ensuite, vous allez avoir tout un tas d'autres interactions. Interactions avec le flambage, interaction avec la fatigue, interaction avec le phénomène de déformation progressive, qui vont contenir parfois des règles, parfois pas. Il y a certaines sections qui sont toujours en développement et qui donc vont être associées à des développements futurs, vraisemblablement à partir de la version 2027 du code. La présentation que vous serez en mesure de récupérer, elle détaille un petit peu plus ces éléments-là. Je me tiendrai à votre disposition pour répondre aux questions. Et donc, je vous remercie pour votre attention.
Donc, je vais rendre la parole à Christophe Gasquet. Merci Philippe. Alors comme convenu, on arrive au terme de ce webinaire, de cette présentation. On va vous poser une deuxième série de questions via le sondage. Ça doit apparaître à l'écran. Et donc, eh bien, pour conclure, préalablement, je voudrais remercier Mara, notre assistante commerciale, qui a organisé efficacement cet événement avec notre direction du marketing groupe, Michel et Jonas. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Bastien et Philippe pour leur excellente présentation. Et puis, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Nous espérons que cette session vous a permis de mieux comprendre les évolutions apportées par la nouvelle version du code ASME 2025, version 2025. Nous allons analyser l'ensemble des questions posées et reviendrons vers chacun d'entre vous pour vous préciser la forme sur laquelle nous pourrons vous aider. De plus, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande complémentaire ou pour approfondir certains points. Comme je le disais en introduction, le replay de ce webinaire sera disponible sur nos sites internet respectifs dans les prochaines heures. Au nom de l'ensemble des équipes de LRQA France et du CETIM, nous vous souhaitons une belle journée et d'agréables fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.